Minutes maximum. Monsieur le rapporteur et président de la commission des affaires économiques, le président Kasbarian. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la vice-présidente de la Commission des affaires économiques, mes chers collègues. Nous voici à nouveau réunis pour parler d'un problème important qui indigne nos concitoyens, celui du squat, qui évoque, quand on l'examine plus profondément, la question du respect des autres dans leur intimité et dans leur propriété. Dans une période turbulente où se déchaînent les professionnels de la destruction du bien d'autrui, il est d'autant plus crucial, je crois, d'accorder toute sa place à ce débat central qui permet de bien distinguer les positions des uns et des autres. Car oui, la protection de la propriété, principe fondateur de notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, demeure une pierre angulaire de notre pacte républicain. Le sujet de l'occupation illicite nous préoccupe de longue date. En 2018, déjà dans la loi Elan, lorsque nous avons renforcé les procédures judiciaires de traitement des squatteurs. Et en 2020, dans la loi ASAP, lorsque nous avons réussi à accélérer de manière décisive le dispositif administratif qui permet leur expulsion. Ces évolutions nous ont fait progresser sur le sujet. Il restait pourtant plusieurs défis à soulever. La hiérarchie des peines n'était pas claire. Certains cas de squat échappaient à toute définition légale et les situations locatives n'étaient pas couvertes par les précédentes avancées. Pour répondre à ce constat, la proposition de loi que nous étudions repose sur une stratégie en 3 piliers. Le premier pilier de notre action renforcera l'importance du respect de la propriété privée dans notre droit. C'est pourquoi ces articles, étoffés au cours des débats, je salue en particulier l'excellent travail des sénateurs et de l'opposition sur cette question, clarifient et élargissent le régime des sanctions encourues, que je rappellerai très brièvement ici. 3 ans de prison et 45 000 € d'amende pour ceux qui squattent le domicile d'autrui. C'est l'article 1er que les sénateurs ont adopté conforme. 2 ans de prison et 30 000 € d'amende pour ceux qui squattent un autre local d'habitation ou un local à usage économique. C'est l'article 1er A et je salue le travail de notre collègue Annie Genevard à ce sujet. 3 ans de prison et 45 000 € d'amende pour les marchands de sommeil, c'est l'article 1er bis. 7 500 € d'amende pour les personnes qui se maintiennent dans les lieux en dépit d'une décision de justice définitive, c'est l'article 1er A. Et 3 750 € d'amende pour les personnes qui incitent au squat par la publicité ou la propagande, c'est l'article 1er bis A. Ces sanctions, graduées et proportionnées à la gravité des faits, doivent permettre de rassurer nos concitoyens sur l'application de la loi et changer cette impression d'une impunité dont certains jouiraient. Le deuxième pilier, c'est une meilleure protection des victimes des squatteurs. Souvent, comme en ont attesté les auditions que nous avons menées et les centaines de témoignages que j'ai recueillis depuis l'examen de ce texte, les personnes se sentent démunies, désemparées face à des personnes malhonnêtes qui les grugent de manière systématique et abusent de leur vulnérabilité. C'est pourquoi la proposition de loi contient les évolutions suivantes. Fluidifier l'expulsion administrative des squatteurs en obligeant l'administration fiscale à établir le droit du demandeur et en permettant aux maires de constater l'occupation illicite. Je salue le travail du groupe Horizon sur le sujet à l'article 2. Exonérer les propriétaires qui se retrouvent à payer les dommages causés par l'absence d'entretien d'un bien, alors même que celui-ci est squatté et qu'ils ne peuvent pas y mener les travaux. C'est l'article 2 bis. Et je salue l'engagement de notre collègue Jean-Louis Thiriot sur le sujet. Et puis renforcer l'indemnisation par l'État du propriétaire lorsque le concours de la force publique est refusé pour l'expulsion des occupants. C'est l'article 6. Au-delà des cas de squat, le troisième pilier concerne une zone grise, celle d'une minorité de locataires qui cessent durablement de remplir leurs obligations locatives. Il faut le répéter, je crois, une écrasante majorité de locataires payent leur loyer rubis sur ongle. Mais nous ne pouvons pas passer sous silence ces situations minoritaires où des locataires cessent de payer durablement leur loyer. Ils mettent alors dans la difficulté les bailleurs pour qui le logement constitue souvent un complément de revenus indispensable. Nous en avons reçu plusieurs en audition, que je veux remercier à nouveau ici pour leur témoignage, ainsi que les centaines de personnes qui ont pris le temps de nous écrire. Ils nous ont raconté leur histoire, et ce sont des cas qui choquent tant les Français. Et c'est ainsi que nombreux sont les propriétaires à quitter le marché locatif, frustrés ou désillusionnés par la difficulté des procédures quand la relation locative se dégrade et de peur de ne pas pouvoir récupérer à la fin leurs biens. C'est pour cette raison que cette proposition de loi de la majorité, très différente des autres qui ont pu être proposées sur le sujet, comporte un volet sur les rapports locatifs qui contient des mesures importantes. Le bail devra contenir une clause résolutoire qui prévoit la résiliation en cas de non-paiement du loyer, c'est l'article 4.
Le locataire devra formuler explicitement une demande lors de l'audience pour obtenir la suspension de l'activation de cette clause. C'est l'article 4. Les délais de procédure non réduits et les délais post-audience ne pourront pas dépasser 1 an contre 3 ans auparavant. C'est l'article 5. L'anticipation de la prise en charge des locataires en difficulté par la CAPEX contribuera à résoudre plus en amont les problèmes d'impayés. C'est l'article 7. Nous portons donc une loi qui est à la fois ciblée et ambitieuse et qui aura pour conséquence d'améliorer durablement la confiance des petits propriétaires et donc de faire revenir sur le marché les biens qui l'ont quitté. J'entends que ce texte fait hurler au sein de l'ANUPS. Mes chers collègues, mettez-vous à la place d'un propriétaire aujourd'hui. Quel intérêt a-t-il encore à investir dans l'immobilier ? Quel intérêt à garder en location des appartements ? Quel intérêt à demander moins de caution, moins de certificats et moins de garanties dans le contexte actuel ? Ce texte constitue un signal positif lancé en direction des parties prenantes de l'offre de logement sur la sécurité et la pérennité de leurs investissements. Et nous en arrivons ici au cœur, à la raison d'être de ce texte. Pourquoi nous préoccupons-nous aujourd'hui de ces sujets ? Je vois les pancartes, j'entends les slogans, j'écoute les attaques. Certains disent que Kasbarian est obnubilé par le squat. D'autres disent que Kasbarian est insensible aux arguments de certaines associations. D'autres encore prétendent que Kasbarian n'a pas de cœur. D'autres enfin supputent à tort que Kasbarian est multipropriétaire. Je vous rassure tout de suite, je ne suis pas bailleur. Je ne possède que mon domicile, acheté à crédit, une chaumière dans un petit village d'Eure-et-Loir, près de Chartres. Mais revenons au fond du sujet et partons d'un constat. Le logement est le premier budget des Français, qu'il s'agisse du loyer ou du remboursement de l'emprunt. Ces prix excessifs ont de multiples causes, au nombre desquelles figure en première place l'insuffisance chronique de l'offre. Nous connaissons une situation de déséquilibre de marché où la demande continue de croître rapidement pour diverses raisons, notamment démographiques, tandis que l'offre, elle, stagne ou parfois même décroît dans certains territoires. Face à une telle conjoncture, nous devons impérativement, et je le dis avec ma casquette de président de la commission compétente en la matière, nous devons donner les moyens d'une politique de l'offre ambitieuse et travailler à restaurer la confiance des acteurs sur le marché. Et de ce point de vue, ce texte est un des chantiers que nous menons sur le front de l'accroissement et de l'amélioration de l'offre des logements. Il y a d'autres chantiers en cours à l'Assemblée nationale. Je pense aux travaux pour amplifier la rénovation énergétique des logements qui sont menés actuellement par une mission commune. Je pense aux réflexions en cours pour concilier la construction de logements neufs avec nos engagements écologiques. Je pense aux travaux des collègues Anna Eglemer et Vincent Rolland sur la mobilisation des logements dans les zones tendues où le besoin se fait de plus en plus fort. Je pense aux propositions pour réhabiliter le bâti dégradé et améliorer le traitement des copropriétés qui est porté par notre collègue Guillaume Vuittet. Je pense au renforcement du lien entre le logement et l'emploi, objet du travail de notre collègue Dominique Da Silva. Vous l'aurez compris, cette proposition de loi n'est qu'une des briques d'une politique du logement plus large. Elle ne remplace pas les initiatives qui viendront, mais elle permet, je crois, de donner un signal fort, favorable à l'économie du logement, favorable à une politique qui vise à augmenter l'offre de logement, en mobilisant le parc existant et en incitant les particuliers à mettre leurs biens en location. Nous aurons l'occasion d'y revenir aujourd'hui dans les débats et, je l'espère, dans les prochains mois. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.